Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci de vous connecter à cette rencontre Liège Créative. Notre forum, comme vous venez de le voir dans notre petit générique, là, lance sa 11e saison. Donc Liège Créative a été lancé il y a tout juste 10 ans. Et comme je sais qu'on accueille chaque fois de nouveaux participants, j'aime bien quand même de représenter brièvement le forum, qui est une initiative de l'Université de Liège et qui a vu le jour donc, pour offrir un espace permanent de rencontre aux acteurs de l'innovation. Notre moteur, c'est de jouer sur le décloisonnement et donc de favoriser les échanges, les partages d'expertise, de connaissances, de développement en cours entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, avec le secteur public également, et surtout, et le plus souvent possible, de travailler en transdisciplinarité, donc de faire parler des disciplines et des secteurs qui ne se côtoient pas toujours. On sait que c'est favorable à l'innovation. Et donc, c'est vraiment ce qui nous motive maintenant depuis 10 ans à Liège Créative. Alors, depuis la crise Covid, nous sommes passés aussi en mode virtuel, un peu comme tout le monde. Donc, on a adapté notre format pour un format en ligne. Et comme il a trouvé vraiment son public, ce format en ligne, et qu'on a vu que ça répondait à un critère de disponibilité, de facilité aussi pour se connecter, on a décidé de rythmer nos saisons maintenant de quelques rendez-vous en ligne qui viennent ponctuer donc nos rendez-vous pour lesquels on vous accueille aussi en présentiel. Aujourd'hui, c'était un choix de vous proposer cette rencontre en ligne. C'est ce premier point sur l'hydrogène aujourd'hui. On l'a prévu en ligne pour pouvoir vous accueillir plus nombreux, dans la perspective peut-être de revenir sur des sujets peut-être plus centrés pour des rencontres ultérieures. Et voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être de capter aussi quelles sont vos attentes ou quelles pourraient être vos attentes pour y répondre le plus près possible par la suite. Et je voudrais tout de suite remercier nos deux intervenants qui ont accepté cette proposition donc pour ce premier rendez-vous sur l'hydrogène, Aurore Richel et Roland Hickey, que je vais vous présenter rapidement. Donc, on sait que l'hydrogène aujourd'hui est vraiment très régulièrement évoqué comme stratégie porteuse pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. On sait qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés à tous les niveaux dans cette filière, que beaucoup d'entreprises se tournent aussi vers l'hydrogène pour réduire leur émission de CO2. Donc, c'est plein de promesses, mais c'est aussi plein de défis. Ainsi, les développements et les efforts académiques de recherche dans le domaine sont nombreux. C'est ce qu'on va, entre autres, évoquer aujourd'hui. Et puis, on verra aussi les défis à relever et on le fera avec le point de vue académique et le point de vue d'un industriel. C'est aussi une particularité de Liège Créative d'avoir la volonté de regarder un peu des deux côtés pour avoir une vision d'ensemble. Et donc, je vais vous présenter tout d'abord Aurore Richel, qui va, dans son exposé, nous rappeler de quoi on parle, quelles sont les propriétés de l'hydrogène, évoquer des pistes d'application, évoquer aussi quelles sont les orientations souhaitées pour la recherche, et elle est tout à fait bien placée pour le faire, puisque Aurore Richel est professeure ordinaire à l'Université de Liège, spécialisée dans la chimie des ressources renouvelables. Alors, elle enseigne principalement à Jean Blou Agrobiotech en niveau master et bac. Elle dirige aussi le laboratoire de biomasse et technologies vertes. Et on lui a confié donc l'ouverture de cette conférence avec quelques points de rappel qui feront certainement écho à des connaissances que vous avez déjà, et un point sur la recherche, notamment à l'Université de Liège. Et ensuite, on écoutera Roland Hickey, qui est vice-président stratégie et origination hydrogène chez John Cockerill. John Cockerill, où il travaille depuis une dizaine d'années, principalement dans l'élaboration et l'implémentation de solutions visant la réduction de consommation d'énergie et de l'empreinte carbone des process thermiques dans l'industrie. Donc, c'était la personne tout à fait appropriée aussi pour nous faire un peu un état des lieux de la technologie chez John Cockerill. Il a intitulé sa présentation « Surmonter les défis majeurs du déploiement des électrolyseurs à grande échelle ». Et donc, cette partie viendra compléter l'exposé d'Aurore Richel. Merci pour l'invitation. J'ai une tâche assez difficile puisque je suis censée ouvrir ce cycle de conférences et vous parler de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on en entend beaucoup parler. On a l'impression que c'est une molécule très simple. Comme on va le voir, c'est une molécule très compliquée. Et si on le pouvait, on pourrait faire une conférence qui durerait des heures et des heures, tellement ce qu'il y a à dire sur l'hydrogène est relativement étoffé. La chimie de l'hydrogène s'étend sur plus de 5 siècles. Il y a vraiment un tas de connaissances qui a été accumulé sur l'hydrogène.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire plutôt un tour d'horizon de ce qui se fait actuellement sur l'hydrogène. On va faire un point sur les 5 siècles de découverte de l'hydrogène. Et le parti pris que j'ai choisi, c'est de faire une conférence la plus vulgarisée possible pour qu'elle soit la plus accessible à bon nombre d'entre nous. Alors, vulgariser, ça ne veut pas dire que ça va être simpliste. Ça veut juste dire que je vais utiliser ou je vais rappeler la terminologie d'usage dans le domaine de la chimie de l'hydrogène ou des développements en lien avec la recherche et développement en lien avec l'hydrogène. Alors, pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que de manière extrêmement rigoureuse, quand on parle de l'hydrogène, on parle plutôt de la molécule de dihydrogène. Donc, si on voulait être relativement rigoureux, on devrait d'ailleurs dire dihydrogène quand on s'intéresse à cette molécule. Le dihydrogène ou l'hydrogène moléculaire est la molécule la plus simple de la chimie. Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène qui sont unis par une liaison simple covalente. Et cette molécule, c'est la molécule la plus légère de la chimie et la plus petite en termes de taille. Il n'y a pas plus petite molécule que cette molécule de dihydrogène. Et qu'on vient de mentionner que maintenant, si le dihydrogène est la molécule qui va nous intéresser, il n'en reste pas moins que dans le langage courant et même dans le langage scientifique, on préfère l'appellation simplifiée d'hydrogène. Donc, quand on parle d'hydrogène dans la presse, dans les réseaux sociaux, dans les stratégies industrielles, on fait bien référence à cette molécule qui, de manière extrêmement rigoureuse, devrait d'ailleurs s'appeler dihydrogène. Alors, l'hydrogène qui va nous intéresser dans ce cycle de conférence, c'est une molécule qui est relativement répandue dans l'univers. On en retrouve dans les étoiles, dans les géantes gazeuses, souvent combinées avec de l'hélium. Et cet hydrogène moléculaire se présente sous la forme d'un gaz ou de plasma. Il y a une région, un endroit dans l'univers où on ne retrouve pas de l'hydrogène. Et cette zone dans l'univers, eh bien, c'est la planète Terre. Sur Terre, dans l'atmosphère terrestre, l'hydrogène est présent en toute petite quantité. On en retrouve vraiment des doses homéopathiques. On sait que la concentration en hydrogène dans l'atmosphère terrestre oscille entre 0,5 et 0,55 ppm, donc par million. C'est vraiment une concentration qui reste très marginale. À la surface de la Terre, aux pressions et températures ambiantes, l'hydrogène H2 se présente sous la forme d'un gaz. C'est une molécule qui a un très bas point de fusion et un très bas point d'ébullition. Ça veut dire que pour la faire passer à un état solide ou à un état liquide, il faut appliquer des températures relativement basses et ou des pressions relativement élevées pour la rendre liquide ou gazeuse et donc faciliter son stockage. C'est une des principales problématiques dans le déploiement de la stratégie en lien avec l'hydrogène, c'est que cette molécule, c'est un gaz parfait, et que pour le comprimer ou pour le rendre liquide et donc faciliter son stockage, il va falloir appliquer énormément d'énergie. Alors les scientifiques ont démontré que même s'il n'y avait pas beaucoup d'hydrogène naturel à la surface de la planète Terre, il y avait certaines zones où on trouvait quand même de l'hydrogène sous forme de gisement plutôt naturel. Ces zones, elles apparaissent dans certains endroits où il y a des phénomènes particuliers qui apparaissent en certaines roches et de l'eau, souvent de l'eau de mer ou de l'eau très acide ou très basique. Certains phénomènes de radioactivité naturelle, certains phénomènes volcaniques ou certains phénomènes issus de l'action de certains micro-organismes ou de certaines bactéries génèrent des espèces de gisements d'hydrogène naturels à la surface de la planète Terre. Les scientifiques essayent pour le moment d'identifier, de localiser ces spots d'hydrogène naturel que l'on retrouve à la surface du globe. Et on voit ici 2 exemples de spots d'hydrogène naturel, de gisements d'hydrogène naturel. L'exemple de droite, ce sont des sources ultra basiques que l'on retrouve en Californie et qui contiennent des concentrations assez élevées en volume en hydrogène, qui est cette fois-ci un hydrogène naturel. Et on retrouve sur le schéma de gauche ce qu'on appelle des feux éternels que l'on retrouve sur le mont Chimère en Turquie, qui sont des feux qui brûlent depuis plus de 2500 ans et qui sont des feux qui sont générés par l'action
de gisements d'hydrogène naturel que l'on trouve sous certaines de ces roches. Donc, l'hydrogène peut être présent à la surface de la planète Terre sous forme de gisements naturels, mais ça reste encore relativement marginal et les découvertes dans ce secteur sont à leur début. L'hydrogène est donc une molécule qui doit être synthétisée de manière artificielle, industrielle par l'homme si elle veut être utilisée à la surface de notre planète. Alors, pour synthétiser de l'hydrogène, ce que l'on va faire, c'est partir de matières qui contiennent beaucoup d'atomes d'hydrogène. Et ces matières, eh bien, c'est notamment l'eau, qui est une des matières de base pour la production d'hydrogène, au même titre que les hydrocarbures, c'est-à-dire les ressources fossiles comme le gaz naturel ou le charbon, et aussi ce que l'on appelle la biomasse, c'est-à-dire les matières végétales ou les déchets organiques qui contiennent aussi beaucoup d'atomes d'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est une toute petite molécule, c'est un gaz et c'est aussi une molécule qui doit être artificialisée, donc il faut produire. C'est probablement pour ces raisons que l'hydrogène a mis autant de temps à être décrit par la littérature scientifique, par les scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout simplement le synthétiser avant de pouvoir l'utiliser. Alors, la première découverte de l'hydrogène, elle remonte au 15e, début du 16e siècle, donc après le Moyen Âge, et c'est un médecin qui va faire une découverte. Il va se rendre compte que quand on plonge certains métaux, notamment du fer, dans du vitriol, c'est-à-dire de l'acide sulfurique, la réaction génère beaucoup de chaleur, elle est très violente et elle s'accompagne de l'échappement d'une espèce de gaz. Et ce médecin, Paracels, va décrire ça comme une espèce de tourbillon d'air qui s'est déchaîné au-dessus du milieu réactionnel dans lequel il venait de faire sa réaction. Paracels est le premier donc à avoir synthétisé de l'hydrogène, mais au vu de l'état des connaissances, Paracels va être incapable d'identifier le gaz qu'il venait de générer et à ce moment-là, il n'arrivera pas à le distinguer de l'air que l'on respire. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que 3 scientifiques se repenchent à nouveau consécutivement sur la réaction de Paracels. Et c'est un Anglais, Boyle, qui va avoir l'idée de récupérer le gaz émis lorsque l'on met en contact un métal avec de l'acide sulfurique. Boyle va être le premier à isoler et à manipuler l'hydrogène, mais une fois de plus, les connaissances à l'époque ne sont pas suffisantes pour que Boyle puisse mettre un nom et une structure chimique sur la molécule. Un Suisse va ensuite se rendre compte que le gaz, qui est ainsi isolé, est inflammable et c'est un Français, Lemery, qui va démontrer que ce gaz peut même être explosif dans certaines conditions. Aucun de ces 3 scientifiques au XVIIe siècle n'arrivera cependant à faire la distinction entre ce gaz qui est émis lors de la réaction et l'air que l'on respire, et ces scientifiques ne savent même pas si ce gaz est différent de l'oxygène que l'on respire. Il faudra encore attendre un siècle supplémentaire et la découverte d'un Anglais, Cavendish et de Lavoisier, pour que commence à naître l'histoire de l'hydrogène. Ces 2 scientifiques vont mettre en évidence que quand l'hydrogène était brûlé en présence d'air ambiant qui contient de l'oxygène, il se formait à la surface des parois du milieu réactionnel ou du vial dans lequel était faite la réaction des gouttes d'eau qui se condensaient. Comme à l'époque, la structure chimique de l'eau, qui est un élément naturel, est connue, que la structure de l'air ambiant est connue, Lavoisier va être le premier à trouver que ce gaz, qui intéresse les scientifiques depuis plus de 3 siècles, est en fait du H2, donc une molécule composée de 2 atomes d'hydrogène. C'est Lavoisier qui va lui donner pour la première fois un nom, une nomenclature, et il va appeler ce gaz hydrogénium, qui par la suite en français va devenir hydrogène, et qui est formé du suffixe gène, qui produit, et de hydro, de l'eau. Donc l'hydrogène est une molécule qui produit de l'eau. C'est de là dont vient le nom de l'hydrogène. Alors c'est cette
combustion de l'hydrogène qui intéresse particulièrement les scientifiques et les industries actuellement, puisque cette combustion est considérée comme étant propre. Le seul produit de la réaction, c'est de l'eau. Il n'y a donc pas d'émissions carbonées quand on réalise la combustion de l'hydrogène. Alors, une vingtaine d'années après la découverte de l'hydrogène, des scientifiques vont mettre en évidence un phénomène particulier. Ils vont se rendre compte que quand on place 2 électrodes métalliques dans de l'eau et que l'on applique un courant entre ces électrodes, pardon, on arrive à décomposer l'eau en ces 2 éléments constitutifs que sont l'oxygène et l'hydrogène. Cette réaction, c'est ce que l'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc, c'est l'activité de décomposition de l'eau sous assistance d'un courant électrique. Et cette électrolyse de l'eau, qui intéresse donc les scientifiques et dont vous parlera M. Eke juste après, ce n'est pas vraiment une technologie disruptive, c'est quelque chose qui existe dans la littérature scientifique, qui existe depuis plus de 2 siècles. Alors, il faudra attendre encore quelques années plus tard pour voir naître ce qu'on appelle la pile à combustible ou la pile à hydrogène. Donc, dans la pile à combustible et la pile à hydrogène, qui intéresse actuellement le secteur des transports, eh bien, on vient recombiner de l'hydrogène avec de l'oxygène. La réaction est particulièrement exothermique, ça veut dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur et que cette réaction, elle s'accompagne du dégagement d'eau, qui est un sous-produit considéré comme bénin, mais la réaction s'accompagne aussi d'un énorme dégagement d'électricité. Cette électricité peut donc être mise à profit pour le secteur des transports. Là aussi, la pile à combustible qui intéresse actuellement les industries, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui date de la moitié du 19e siècle. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. C'est la raison pour laquelle je dois faire des arrêts fréquents. Donc, on est au 19e siècle et on peut se dire, eh bien, tiens, la chimie de l'hydrogène est en train de connaître un essor fulgurant. On arrive à identifier, à isoler la molécule. On sait maintenant la produire par électrolyse de l'eau. On arrive aussi à l'utiliser comme une énergie pour produire de l'électricité dans la pile à combustible. Magnifique, l'histoire de l'hydrogène est probablement lancée. Qu'on vient de mentionner qu'on est au 19e siècle et que pour les scientifiques, l'hydrogène va rester pendant très longtemps une espèce de curiosité de laboratoire et que les efforts de recherche vont complètement s'arrêter au 19e siècle pour les scientifiques. L'hydrogène, c'est donc une molécule artificielle, il faut la synthétiser pour pouvoir l'utiliser et les scientifiques s'en désintéressent absolument. Les seuls usages que l'on retrouve au 19e siècle ou même au 20e siècle sont en lien particulièrement avec la propriété qu'a l'hydrogène d'être beaucoup plus léger que l'air ambiant. L'hydrogène est environ 14 fois plus léger que l'air. Et l'hydrogène est donc utilisé pour faire voler des objets légers pour le transport. Alors, c'est soit des ballons, soit des éplats. C'est l'usage courant que l'on retrouve à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour l'hydrogène. À part cet usage pour le transport, l'hydrogène n'est pas réellement utilisé par les scientifiques et il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que certains scientifiques envisagent l'hydrogène non plus pour ses propriétés intrinsèques, notamment ses propriétés de légèreté ou ses propriétés énergétiques, mais l'envisage pour ses propriétés de réactif pouvant se combiner à certaines autres molécules pour générer des produits qui vont alors partir vers le secteur de la chimie. Ces découvertes en lien avec l'utilisation de l'hydrogène pour en faire des nouveaux composés, on la doit à Sabatier, qui est un chimiste français, qui est le premier à décrire des réactions industrielles qui vont combiner l'hydrogène avec un autre gaz, ici en l'occurrence le dioxyde de carbone, pour générer du méthane. Ce n'est pas cette réaction-là qui va, à mon avis, créer l'envol de l'hydrogène dans l'industrie. Ce sont 2 autres réactions d'intérêt. Et ces réactions d'intérêt, elles sont aussi datées du début du XXe siècle. Ces 2 réactions, c'est d'une part la production de méthanol. Donc ici, on va combiner de l'hydrogène avec du monoxyde de carbone pour générer
du méthanol. Et la deuxième autre grande réaction, c'est ce que l'on appelle la réaction de Haber-Bosch, qui elle vise à combiner de l'hydrogène avec de l'azote N2 que l'on retrouve dans l'air pour générer de l'ammoniac. Tant le méthanol que l'ammoniac sont aujourd'hui considérés comme des molécules plateformes, des molécules de base pour le secteur de l'industrie chimique. Ces molécules sont produites avec des volumes annuels de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de tonnes, ce qui justifie l'usage important de quantités massives d'hydrogène pour le secteur de la chimie. L'ammoniac est par exemple utilisé comme molécule de base pour produire des engrais azotés et on sait que la demande en ammoniac ne cesse d'augmenter sur les prochaines années en termes de projection. L'hydrogène est aussi utilisé aujourd'hui dans ce que l'on appelle le raffinage du pétrole, donc il permet de purifier les coupes pétrochimiques qui servent à produire des carburants. L'hydrogène permet notamment d'enlever le soufre par des procédés de désulfuration des carburants et de les rendre plus aptes à un usage pour le transport routier, aérien, voire même maritime. On estime qu'en 2018, 36 millions de tonnes d'hydrogène ont été destinées au raffinage du pétrole. Alors, en 2018, on sait qu'on a produit 115 millions de tonnes d'hydrogène, massivement, voire quasiment exclusivement destinées au secteur industriel et notamment au secteur de la chimie. Le raffinage pétrolier a consommé environ un tiers du volume total de production de l'hydrogène pour des opérations de raffinage, c'est-à-dire de purification des carburants, mais aussi dans une moindre mesure pour la conception de nouvelles matières plastiques. L'ammoniac consomme 27% de la production annuelle en hydrogène, suivi par le méthanol qui consomme environ 10% de la production annuelle en hydrogène. D'autres secteurs se répartissent le reste de l'offre en hydrogène. Ces secteurs, c'est notamment le secteur de la métallurgie, le secteur du transport et de la propulsion aérospatiale, le secteur médical, mais aussi le secteur de l'agroalimentaire. Et une des réactions phares du secteur de l'agroalimentaire qui utilise de l'hydrogène, c'est l'hydrogénation catalytique. Et l'hydrogénation catalytique, pour faire simple, c'est quand on transforme une huile végétale liquide, qu'on la traite avec de l'hydrogène et au final, on obtient un produit solide et ce produit solide, c'est de la margarine. Donc, l'hydrogène est aussi utilisé dans le domaine de l'agroalimentaire. On voit qu'entre 1975 et 2018, qui sont les 2 années de référence, la production d'hydrogène n'a cessé d'augmenter, passant de 30 millions de tonnes à 115 millions de tonnes, et que ces 115 millions de tonnes d'hydrogène produits assurent pour le moment essentiellement des besoins en lien avec le secteur de l'industrie chimique. Sur ces 115 millions de tonnes, on se rend compte à l'heure actuelle que 98% de l'hydrogène proposé aujourd'hui sur le marché est issu de ressources fossiles, carbonées, d'hydrocarbures, dont massivement le gaz naturel et le charbon, qui restent les 2 intrants de choix pour la production actuelle d'hydrogène. La production d'hydrogène au départ de ressources renouvelables, alors c'est notamment l'eau, aussi entre 2 et 3% et représente donc une part marginale de l'offre. Le gros problème, quand on génère de l'hydrogène et qu'on le propose sur le marché, c'est que certes, l'hydrogène n'est pas carboné en lui-même, mais sa production reposant sur des ressources fossiles carbonées, eh bien, sa production génère automatiquement des émissions contributives aux gaz à effet de serre et notamment des émissions de dioxyde de carbone. On estime de manière assez générale et de manière très conventionnelle et schématique que pour 1 tonne d'hydrogène produite aujourd'hui, il y a une émission parallèle de 9 à 11 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui fait que la production d'hydrogène est elle-même impactante sur l'environnement en termes d'émissions contributives aux gaz à effet de serre.
L'hydrogène qui est proposé par cette voie, donc au départ de ressources fossiles, c'est ce que l'on appelle de l'hydrogène gris. Et certaines industries ou certaines associations sociopolitiques incitent au développement d'un autre type d'hydrogène que l'on appelle de l'hydrogène bleu. Alors, la différence entre les deux, c'est que dans l'hydrogène bleu, on envisage de capter le CO2 qui est émis notamment lors du procédé de fabrication de cet hydrogène, et on considérerait que l'hydrogène bleu serait donc plus intéressant pour l'environnement, serait donc plus soutenable que cet hydrogène gris. La communauté scientifique est par contre assez dubitative quant à cet hydrogène bleu, et nos confrères de l'université de Stanford et de l'université de Cornell ont même démontré qu'il n'était pas plus avantageux pour l'environnement que l'hydrogène gris sans capture de CO2. Les émissions concomitantes de dioxyde de carbone sur toute la phase de production pour cet hydrogène bleu ne sont pas significativement réduites, et donc la communauté scientifique n'est donc pas en faveur du développement des stratégies autour de cet hydrogène bleu. Les universités, les centres de recherche, et c'est notamment le cas de l'Université de Liège, privilégient une autre solution. Et cette autre solution, c'est ce que l'on appelle l'hydrogène vert. Et donc, dans cet hydrogène vert, ce que l'on fait, c'est substituer complètement les ressources fossiles qui sont utiles comme intrants dans les schémas de production d'hydrogène, et on les substitue par quoi? Eh bien, par une ressource non carbonée. Cette ressource non carbonée, c'est de l'eau. Idéalement et de manière très utopique, ce qui est évidemment soutenu, c'est d'alimenter l'électrolyse, puisque la production se fera alors par électrolyse, par des énergies renouvelables. Et donc, dans ce cas de figure, on espère avoir une production la plus éco-responsable possible. Donc, on le voit, il existe 3 offres d'hydrogène: l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert, qui sont donc représentés par des codes couleurs particuliers que l'on retrouve encore d'usage dans certaines industries ou dans certains mouvements particuliers. La communauté scientifique n'est pas très favorable à cette terminologie par couleur. Elle est relativement peu rencontrée dans la littérature scientifique. Alors, l'hydrogène vert, c'est-à-dire celui produit au départ de l'électrolyse de l'eau, est un hydrogène qui reste plus cher sur le marché qu'un hydrogène gris, c'est-à-dire obtenu au départ de ressources fossiles. Pourquoi il reste plus cher? Alors, c'est lié notamment à des investissements, c'est ce dont vous parlera Monsieur Eke juste après. C'est lié aussi à certaines difficultés technologiques que rencontrent encore les scientifiques lorsqu'il faut procéder à l'électrolyse de l'eau. Ce que font donc les chercheurs, et c'est ce que font les chercheurs au sein de notre université, c'est d'améliorer constamment la nature des métaux, des électrodes qui sont utilisés pour séparer l'eau en oxygène et en hydrogène. Ce que l'on voit sur le schéma de gauche, c'est l'amélioration des surfaces métalliques en créant de nouveaux alliages, en créant des porosités contrôlées à la surface des électrodes, et qui permettraient donc de générer plus d'hydrogène par unité de temps et d'avoir donc des rendements satisfaisants pour une exploitation industrielle. Il y a d'autres techniques qui émergent dans la littérature scientifique, et c'est le schéma qui vous est montré sur la droite. Ces stratégies, c'est ce que l'on appelle des stratégies de photocatalyse. Donc, dans ce cas de figure, on va toujours procéder à la séparation de l'eau en oxygène et en hydrogène, toujours avec 2 électrodes métalliques. Mais cette fois-ci, on va venir rajouter un catalyseur, et ce catalyseur va être opérationnel quand il va y avoir un apport d'énergie lumineuse. Donc, ça crée une espèce d'énergie locale qui va améliorer la décomposition de l'eau en ces 2 composants majeurs, à savoir l'oxygène et l'hydrogène. Donc, l'électrolyse de l'eau est une des voies qui est soutenue par les industriels, et cette électrolyse de l'eau, elle s'accompagne aussi d'une amélioration des connaissances dans le domaine de la chimie des matériaux, qui est probablement un point de recherche qui est sollicité par les académies. Alors, on vient de parler de la production d'hydrogène.
Ce que l'on va faire maintenant, c'est parler des applications potentielles de l'hydrogène, puisqu'on sait qu'elles sont multiples. L'hydrogène, on l'a vu, il a été utilisé pour sa densité, qui est relativement plus faible que celle de l'air et qui permettait donc de faire voler des engins légers. Mais l'hydrogène, il est aussi utilisé pour différentes applications en lien avec le secteur énergétique. La grosse difficulté de l'hydrogène, c'est que comme c'est la molécule la plus petite de la chimie, elle a une taille tellement petite que parfois elle passe entre les parois des matériaux qui servent à le conserver, à le stocker ou à le transporter. Et donc vers là aussi s'orientent les recherches des industries et des chercheurs, c'est concevoir des matériaux qui sont relativement imperméables à l'hydrogène et qui permettraient d'exploiter de l'hydrogène dans les conditions de sécurité les plus optimales possibles. Donc l'hydrogène, s'il intéresse les industries, c'est parce que l'hydrogène, on l'a vu, quand on le combine avec de l'oxygène dans une opération de combustion, il génère de l'eau qui est le sous-produit majoritaire, mais il génère aussi beaucoup d'énergie. Il génère, cet hydrogène, environ 3 fois plus d'énergie que le méthane et environ aussi 3 fois plus d'énergie que des carburants de roulage traditionnels pour le transport routier, que sont le diesel ou l'essence. C'est donc là que réside notamment l'intérêt de l'hydrogène pour le transport routier et l'intérêt de développer de nouvelles solutions qui vont pouvoir permettre à l'hydrogène de concurrencer le diesel et l'essence. L'hydrogène a longtemps été utilisé pour mettre en propulsion des engins aérospatiaux et beaucoup de brevets en lien avec l'usage de l'hydrogène pour l'énergie, pour la mobilité et pour le transport sont encore détenus par la NASA ou sont tombés dans le domaine public. Les premières missions Apollo, par exemple, étaient affrétées avec de l'hydrogène liquide, donc les réservoirs étaient remplis à l'hydrogène liquide, et c'est encore une des solutions technologiques qu'envisage la NASA pour les prochaines missions spatiales. Beaucoup de brevets sont encore en train d'être déposés par des compagnies privées. On voit ici Blue Origin de Jeff Bezos, et eux aussi investiguent l'hydrogène comme agent de propulsion pour des engins spatiaux et pour des missions passagers, notamment et commerciales. Donc l'hydrogène est aussi intrinsèquement lié à l'histoire de l'aérospatiale et au développement de l'aérospatiale, et beaucoup de découvertes sont encore sous la propriété de la NASA. Alors, il y a une autre manière d'utiliser l'hydrogène pour le transport, c'est ce que l'on appelle la pile à combustible, donc cette fameuse pile qui a été découverte au 19e siècle et qui, comme on l'a vu, combine de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air. Il en résulte de la chaleur et un courant électrique qui permettrait d'être utilisé pour alimenter des véhicules électriques. Le sous-produit de cette opération, de cette pile à combustible à hydrogène, c'est de l'eau. Et donc, c'est un dispositif qui a longtemps été utilisé, encore une fois de plus, par la NASA pour fournir de l'eau potable, de l'électricité et de la chaleur aux premiers équipages des missions d'exploration, notamment les missions Apollo, et aussi les premières missions par la navette spatiale. On voit ici sur la droite en bas une pile à combustible à hydrogène qui était embarquée sur les navettes américaines qui ont décollé pour des voyages spatiaux. Les piles à combustible sont généralement assez volumineuses. C'est la raison pour laquelle elles ont été assez peu utilisées dans le domaine des transports jusque dans les années 80. On voit ici sur le tracteur, qui est l'image qui vous est proposée à droite en haut, la pile à combustible qui alimente un tracteur dans les années 60. On voit le volume de la pile à combustible, qui est toute la partie avant de la machine. On voit à quel point elle est volumineuse. Donc, les efforts de la recherche ont permis, au fur et à mesure, de réduire progressivement la taille de ces piles à combustible sans qu'elles perdent de leur efficacité. On a amélioré la nature de la membrane, la nature de l'électrolyte. On a mis des bases, on a mis des acides comme de l'acide phosphorique.
On a mis des membranes avec des matériaux polymères, l'objectif étant de réduire au maximum la taille de ces piles incombustibles pour pouvoir les embarquer assez plus facilement sur des autos, des trains, des avions, etc. Alors, si on regarde ce qui s'est fait en matière de recherche dans les universités autour de cette pile à combustible, on voit que l'intérêt commence à grimper à partir des années 90 et que le nombre de publications va augmenter avec le temps jusque dans les années 2000. On considère que par an, il y a environ 1000 publications qui sont émises par la communauté scientifique sur la pile à combustible à hydrogène. Alors, on pourrait se dire 1000 publications par an, c'est vraiment un beau sujet d'étude, ça monopolise vraiment beaucoup d'équipes de recherche, etc. 1000 publications, en vérité, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup du tout. Et à titre de comparaison, on voit qu'il y a environ 5000 publications qui ont été générées rien que pour l'année 2020, c'est-à-dire 5 fois plus sur les carburants de roulage liquides issus de ressources renouvelables. Donc la pile à combustible, c'est quelque chose qui n'est plus tellement à la mode dans le secteur de la recherche fondamentale ou de la recherche au sein des universités. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette pile à combustible, elle représente beaucoup d'enjeux et que cette pile à combustible, généralement, elle est laissée à la recherche, à des entreprises, à des consortiums d'entreprises. Alors, ça peut être Toyota, Hyundai, Alstom, qui sont très actifs dans le secteur, soit pour l'usage, soit pour la manufacture de ces piles à combustible, et qu'au vu des enjeux industriels, généralement, les universités sont un peu exclues de ce domaine de recherche. Donc, on l'a vu, la recherche, elle s'oriente sur la production et notamment sur l'électrolyse et plutôt sur le secteur des matériaux. Elle est un peu absente des usages, alors que ce soit en termes de propulsion ou en termes de piles à combustible. Alors, on pourrait se demander que fait la recherche dans le domaine de l'hydrogène et pourquoi les universités sont aussi actives dans le sujet. Alors, ce que j'ai fait ici pour vous, c'est vous proposer tous les secteurs de recherche où les universités sont actives et qui concernent l'hydrogène. J'ai fait une recherche pour vous dans toutes les bases de données scientifiques sur une période de référence qui est la période 2010 jusqu'à nos jours. Et j'ai pris en considération toutes les publications scientifiques dans des journaux scientifiques, tous les actes de congrès et tous les brevets détenus en tout ou en partie par des académies, des universités ou des centres de recherche. On voit ici sur le schéma apparaître la chaîne de valeur de l'hydrogène, simplifiée en 3 blocs, la production qui apparaît en gris, la distribution de l'hydrogène qui apparaît en vert et les usages ou les applications de l'hydrogène qui apparaissent en bleu. Pour chacun de ces segments, j'ai identifié ce qui monopolisait le plus la communauté scientifique, ou plutôt les thématiques dans lesquelles les universités étaient présentes. Le chiffre, la valeur chiffrée qui va apparaître et qui est associée à une épaisseur de traits particuliers, vous donne une idée du nombre de publications qui est publié sur ces 10 années de référence dans ces bases de données. Plus un trait est épais, plus la communauté scientifique s'intéresse au sujet, plus un trait est fin, plus la communauté scientifique s'en désintéresse. Donc, on l'a vu, la propulsion et la pile à combustible qui apparaissent au-dessus en bleu sont des domaines peu investigués par la communauté scientifique. Ce qui intéresse la communauté scientifique, c'est plutôt la production en gris et l'électrolyse, dont on a déjà parlé. Aussi, la capture et l'usage du dioxyde de carbone. Alors, la capture et l'usage du dioxyde de carbone, ce ne sont pas des recherches qui sont spécifiques à l'hydrogène, mais qui peuvent être déployées pour d'autres secteurs industriels. Ce qui intéresse aussi de plus en plus la communauté scientifique, c'est ce que l'on voit mentionné sous le vocable X2Hydrogen, c'est-à-dire produire de l'hydrogène au départ d'autres sources que celles qui sont connues pour le moment. Alors, ces autres sources, ça peut être la biomasse, dont on a déjà parlé,
c'est aussi et surtout les déchets organiques. C'est ce qui intéresse notamment notre université. Et c'est aussi les effluents industriels ou les eaux usées qui sont aussi d'intérêt pour notre université et qui permettraient d'offrir des intrants de choix pour la production de cet hydrogène. La distribution, la liquéfaction, la compression, la vectorisation de l'hydrogène intéresse la communauté scientifique, mais de manière plus ou moins irrégulière, vraiment sur des thématiques très spécifiques. Ce qui intéresse beaucoup la communauté scientifique, c'est plutôt les usages de l'hydrogène. Et dans ces usages de l'hydrogène, c'est plutôt l'intégration de l'hydrogène comme réactif pour en faire des applications spécifiques. C'est ce que l'on voit mentionner sous le vocable hydrogen to X, c'est-à-dire convertir de l'hydrogène avec autre chose pour en former de nouveaux produits. Alors, ces nouveaux produits, ça peut être des nouveaux matériaux polymères, ça peut aussi être, et surtout être de nouveaux carburants liquides pour le transport, de nouveaux kérosènes, par exemple. C'est une des thématiques qui nous intéresse au sein de l'Université de Liège, c'est combiner l'hydrogène avec du CO2, par exemple, pour en faire de nouveaux carburants durables pour le transport routier ou aérien. Donc, on le voit, la communauté scientifique ne s'intéresse pas à toutes les thématiques sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Il y a vraiment des thématiques qui ont le vent en poupe. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme innovantes et génératrices de nouvelles connaissances pour la communauté scientifique. À l'Université de Liège, ce qui nous intéresse, c'est l'électrolyse, l'usage de nouvelles sources ou de nouveaux foyers pour la production de cet hydrogène. Et ce qui nous intéresse aussi massivement, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour en faire de nouvelles applications. Donc, en conclusion, ce que l'on vient de voir, c'est que l'hydrogène, c'était une molécule toute petite, toute légère, mais qui n'existe pas à la surface de la Terre, à part dans certains gisements particuliers. L'hydrogène reste une molécule artificielle que l'on doit générer par l'usage de réactions appropriées. L'hydrogène dont on dispose à l'heure actuelle est pour plus de 90% produit au départ de ressources fossiles et la production de cet hydrogène émet du dioxyde de carbone. C'est la raison pour laquelle les scientifiques et les académies orientent la recherche vers le développement des voies d'électrolyse qui sont considérées plus intéressantes d'un point de vue environnemental. L'hydrogène possède un certain nombre de propriétés pertinentes en lien avec l'énergie, mais aussi en lien avec son usage comme réactif pour en faire de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, eh bien, ça pourrait être tout simplement des carburants liquides à nouveau. Il y a une différence entre ce que fait la recherche ou ce que souhaite la recherche et certaines stratégies plutôt en lien avec le développement commercial. C'est ce que l'on a vu notamment avec le cas de la pile à combustible qui est maintenant beaucoup moins investiguée par les équipes de recherche et qui est laissée en développement au profit d'industrie. La recherche et notamment la recherche au sein de notre université s'est spécialisée dans 3 domaines. L'usage des matériaux, alors ça peut être les matériaux polymères, mais c'est surtout les matériaux métalliques, les alliages, ce genre de choses qui sont d'utilité pour faire de l'électrolyse de l'eau. Mais la recherche oriente aussi sur la diversification des sources d'approvisionnement pour produire de manière éco-responsable l'hydrogène et aussi sur la diversification de l'offre en hydrogène pour des applications qui relèvent du secteur de la chimie, des matériaux ou des carburants. Il va sans dire que le déploiement de cette stratégie hydrogène doit toujours se faire avec une analyse de cycle de vie. C'est ce que nous recommandons au sein de notre université et que même si dans les phases de combustion, l'hydrogène génère un seul sous-produit qui est de l'eau, il faut bien rester vigilant. La production actuelle d'hydrogène est encore dépendante des ressources fossiles et émet donc du dioxyde de carbone. L'hydrogène reste encore un secteur industriel d'importance environnementale pour lequel des efforts d'innovation doivent encore être fournis et je suis sûre que M. Lequet va vous en parler juste après. Donc voilà, j'ai dressé de la manière la plus simple possible un panorama sur l'hydrogène.
Je pense que pour certains, ça aurait été un peu frustrant parce que nous n'aurons pas abordé toutes les thématiques d'intérêt. Mais je vous remercie déjà de votre attention. Je reste disponible par mail pour tous ceux qui auraient des questions et pour tous ceux qui s'intéressent aux thématiques en lien avec la chimie des ressources renouvelables. Je fais de l'autopromotion. Je vous invite à consulter un blog de vulgarisation que je tiens qui s'appelle chem4us.be, dont l'adresse vous est rappelée ici. Et je remercie à nouveau Liège Créative pour m'avoir invité pour cette conférence. Je voudrais remercier Madame Richel d'avoir aussi bien dressé le tableau de ce phénomène, de cette molécule aussi passionnante qu'est l'hydrogène et par son potentiel qui est absolument énorme. Et je vais commencer, je pense que beaucoup d'entre vous, si on passe à la diapo suivante, beaucoup d'entre vous connaissent le groupe John Cockerill, simplement quelques éléments. Donc on a un groupe plus de 5000 personnes qui réalisent un chiffre d'affaires qui oscille entre 1 milliard et 1,5 milliard annuellement. Nous sommes depuis très longtemps sur ce rhin. Ça fait plus de 200 ans, plus de 2 siècles que nous sommes présents, que notre siège est dans le château des résidences d'été des princes-évêques de Liège. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à venir voir ce magnifique site. Il y a très régulièrement des manifestations qui sont organisées. Nous sommes leaders dans la transition énergétique avec beaucoup de sujets. Nous sommes d'abord développés dans les centrales thermosolaires, puis ensuite dans les micro-réseaux, dans les batteries électriques et des systèmes de management d'énergie. Et puis, nous en sommes venus à l'hydrogène il y a à peu près 3-4 ans. Donc, c'était un domaine extrêmement nouveau pour nous, mais pas tant au niveau du procédé, puisque Madame Richel vous a décrit le procédé de l'électrolyse, et nous utilisons l'électrolyse dans beaucoup de nos procédés, en particulier pour des procédés visant la sidérurgie. Donc, c'est quelque chose que nous connaissions bien. Nous sommes numéro 1 mondial, nous avons 20% de part de marché. Donc, c'est quelque chose dont on peut s'enorgueillir d'avoir un acteur wallon qui est numéro 1 mondial. Alors, j'ai dit qu'on est rentré dans l'hydrogène il y a 3 ans. Oui, c'est vrai au niveau du groupe, mais nous avons fait une acquisition qui nous a propulsé donc à la position de numéro 1 entre ce que eux font et puis ce que nous faisons également. Et eux ont commencé il y a à peu près 30 ans. Donc on a à présent vraiment une solide expérience de l'électrolyse de l'eau. Ça nous amène plus de 1000 références dans 30 pays différents à travers le monde, sur toute la gamme d'électrolyseurs, depuis quelques nanomètres cubeurs jusqu'à 1000 voire 1200 nanomètres cubeurs, puisque nous venons de livrer un électrolyseur pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. C'est un électrolyseur qui va alimenter 85 bus. C'est la plus grosse référence mondiale. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les unités de 5 MW. Les deux premières unités ont été mises en route fin 2018 et ça a remporté un succès absolument phénoménal. Nous avons déjà plus de 33 références. Ce qui nous amène à nous focaliser sur des unités extrêmement importantes, à partir de 15-20 mégawatts. Et maintenant, nous répondons quotidiennement à des appels d'offres qui vont au-delà de 100 mégawatts et qui vont même jusqu'au gigawatt. Énormément d'investissements, c'est un secteur qui bouge énormément. L'électrolyse telle qu'elle a été décrite, vous l'avez vu, il y a toujours un engouement pour ces procédés, pour améliorer ses performances, et c'est un des points dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes également présents dans la mobilité, puisque c'est également un secteur qui a été abordé, puisqu'en fait, nous partons de rien. La quasi-totalité de la flotte de voitures, de cars, de camions, etc., tout ce qu'on trouve sur la route,
est sur base de moteurs thermiques et l'hydrogène est entrevu avec l'électricité dans une moindre mesure comme étant le vecteur qui nous permettra d'améliorer nos conséquences sur le changement climatique. Ensuite, alors, on voit qu'on va changer de taille. Il va clairement y avoir un changement de taille. Pour donner quelques chiffres, alors bon, les chiffres varient un petit peu, mais les chiffres est un petit peu supérieurs sur ce qui a été présenté, mais on est à peu près à 90 millions, à 90 millions de tonnes d'hydrogène produits chaque année. Et à horizon 2030, on pense que ce sera aux environs de 300 millions de tonnes. On va avoir un triplement en fait de la production d'hydrogène. Tout d'abord par rapport à ce qui est existant, aux applications qui sont existantes, et un certain nombre ont été listées, et puis d'autres applications telles que la mobilité, où on part de la feuille blanche, et on espère bien que d'ici quelques années, les voitures qui seront sur les routes seront des voitures à pile à combustible avec rejet d'eau et non pas de CO2. Alors, les gros acteurs pour l'instant, le premier, ce sont les raffineries de pétrole, extrêmement le plus gros consommateur d'hydrogène au monde. Le deuxième, ce sont les usines productrices d'ammonia, principalement pour la mise en œuvre d'engrais, donc des gros producteurs d'engrais comme Yara, pas très loin de chez nous. Et le troisième, qui est encore un acteur potentiel, c'est la sidérurgie, qui pour l'instant produit sa fonte à partir de charbon, qui est ensuite transformé en coke, et puis avec du minerai de fer, vient produire la fonte. Avec le désagrément, qui est une émission de gaz carbonique et de CO, de monoxyde de carbone extrêmement important, et donc des effets sur le climat et sur la pollution qu'on cherche à réduire. Et pour cela, il existe un procédé alors, qui est connu depuis longtemps, qui est la réduction du minerai de fer par des gaz. Et en particulier, cette réduction du minerai de fer peut être réalisée par de l'hydrogène. Alors ça nous amène quel type d'industrie, puisqu'en fait, c'est une révolution au niveau des industries. Les procédés actuels sont chamboulés. Et donc, il faut rebâtir à nouveau de nouvelles unités de production d'hydrogène, et ceci à très grande échelle. On prend l'exemple d'une raffinerie de taille moyenne, ça correspond à peu près à 500 mégawatts de capacité d'électrolyse. Si on prend l'ammonia, c'est à peu près du même facteur, c'est à peu près la même échelle. Et au niveau de la sidérurgie, une usine sidérurgique moyenne, c'est de l'ordre du gigawatt. Donc on sait qu'il nous faut atteindre ce type de production pour ces grands acteurs, et on voit qu'on a un marché qui est absolument gigantesque, puisqu'on parle de 411 gigawatts au niveau mondial. On se dit que c'est pas très très simple tout ça, parce qu'en fait, pour produire de l'hydrogène vert, donc on a bien compris que l'hydrogène évitait dans de nombreuses applications l'émission de gaz carbonique, donc ça c'est très bien, mais il faut de l'hydrogène, il faut de l'électricité pour ce faire, et cette électricité, finalement, si elle vient d'une centrale à charbon, on n'a pas vraiment amélioré notre équation. Donc l'idée c'est de produire de l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau, d'autres procédés, mais principalement par voie d'électrolyse, et d'alimenter ces électrolyseurs par de l'électricité verte. Alors, bien évidemment, on a tout ce qui est hydraulique, mais avec des capacités qui sont après tout assez réduites. Et puis surtout, ce qui est en plein boom, c'est le solaire et l'éolien.
on voit que ces deux, vous voyez sur la partie gauche, vous voyez la décroissance des prix qui est absolument importante entre les années 2010 et à présent. Vous voyez que les tarifs se sont écroulés et qu'on arrive maintenant dans des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Australie, comme le Chili, comme l'Afrique du Sud, à avoir des prix d'électricité qui sont aux alentours de 10-15 euros du mégawattheure, ce qui est tout à fait compatible avec, et ça c'est sur la partie de droite, qui donne accès à des prix du kilo d'hydrogène qui sont compatibles avec ceux du gaz naturel. Donc c'est extrêmement intéressant puisque on vient démontrer que, en fait, avec un prix d'électricité qui est correct, la substitution du gaz naturel est possible. Ça, c'est extrêmement encourageant puisque ça donne libre accès, finalement, toutes les portes sont ouvertes pour venir développer ces productions d'hydrogène vert de manière massive. Ensuite. Alors, ces giga-installations, alors c'est ce qui nous occupe énormément, puisqu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de faire des prototypes de ci, de là, c'est vraiment d'être acteur de cette production massive d'hydrogène. On a vu que ce qui était visé, ce sont des installations de l'ordre de 500 MW ou 1 gigawatt, et pour cela, nous devons jouer, pour que vraiment l'équation soit possible, il faut jouer sur un certain nombre de paramètres. Ce sont les améliorations technologiques, c'est également toute la chaîne d'intégration de la partie électrolyseur depuis l'électricité jusqu'à la distribution, l'optimisation de la chaîne de distribution, c'est-à-dire que il ne suffit pas de produire de l'hydrogène, ensuite il faut l'approvisionner aux différents utilisateurs de cet hydrogène, voire la transformer pour le transport, tel par voie d'ammoniac par exemple, et puis travailler sur tout ce qui est économique, puisqu'en fait on s'aperçoit que l'équation économique n'est pas toujours très simple, et j'y reviendrai. Alors, au niveau de la taille, là, vous avez sur ce petit schéma notre vision qui est vraiment une usine capable de produire 1 gigawatt équivalent d'électrolyse avec des stacks. Donc, les stacks, ce sont les unités qui permettent les cellules d'électrolyse qui sont empilées les unes sur les autres de manière à constituer un grand cylindre, on le verra sur une photo un petit peu plus loin, et qui permettent donc de récupérer l'hydrogène, voire l'oxygène, produite par ces électrolyseurs en venant récupérer l'ensemble des productions de ces mini-cellules d'électrolyse. Donc l'objectif, c'est d'arriver, je vous ai dit qu'on était à 5 mégawatts, 6 pour les Jeux Olympiques de Pékin, c'est pas encore en route, ça va l'être bientôt. Et puis, l'objectif, donc, c'est d'aller plus loin, puisqu'en fait, pour faire 1 gigawatt, si vous avez des électrolyseurs d'1 mégawatt, c'est vrai qu'on se dit qu'avoir 1000 électrolyseurs, ça paraît difficile à exploiter. Donc là, avoir 50 électrolyseurs de 20 mégawatts, ça nous paraît être la bonne réponse. Et donc, on s'emploie à aller dans cette direction. Ensuite. Alors maintenant, je vais passer quelques éléments donc des réflexions et des travaux qui vont nous permettre d'aller dans cette direction. Alors, des choses qui importent nos clients et les développeurs de projets qui vont dans le sens de la production d'hydrogène vert, c'est tout d'abord le chèque qu'ils vont devoir faire pour mettre en place ces installations, sachant qu'il n'y a pas de reconversion d'installation, puisqu'en fait, ce qui existe actuellement, c'est principalement du craquage de gaz naturel, ça a été présenté également, et donc c'est de récupérer le gaz d'hydrogène en émettant du CO2. Donc, il n'y a rien de tout ça qui peut être récupéré, simplement venir au niveau d'une vanne, changer l'approvisionnement en gaz, en hydrogène gris par une arrivée
hydrogène vert. Donc, en fait, c'est une installation complète qui est à construire. Et pour ça, il faut travailler sur un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est la taille, donc j'en ai parlé. Donc, clairement, il faut, pour avoir un hydrogène compétitif, avoir des tailles qui sont importantes, des tailles de stack qui sont importantes. Augmenter la densité de courant, c'est-à-dire que, vous l'avez vu, de manière à casser les molécules d'hydrogène, les molécules d'eau, il faut faire passer un courant. Et plus on arrive à faire passer un courant important, au mieux on pourra casser les molécules d'hydrogène avec un nombre de cellules d'électrolyse réduit. Également l'efficacité, c'est-à-dire avoir des cellules d'électrolyse qui produisent pour une même quantité d'hydrogène, consommer le moindre courant possible, et puis ensuite travailler sur la mise en œuvre, c'est être malin dans la mise en œuvre des bâtiments qui sont intelligents, un minimum de câbles, de tuyauterie, etc. Ensuite, il y a la partie OPEX, donc tous les coûts d'exploitation. Un certain nombre de facteurs également sur lesquels nous travaillons. C'est tout d'abord la pression de l'hydrogène en sortie d'électrolyseur, qui est un paramètre extrêmement important. La majorité des applications, que ce soit au niveau du stockage de l'hydrogène avant son utilisation, ou bien alors, c'est un procédé qui a été présenté également par Madame Richel, fabrication d'ammoniac par le procédé à Bosch, c'est voilà, il faut une pression à 120-150 bars. Donc, il est important d'avoir la pression la plus importante en sortie d'électrolyseur de manière à pouvoir économiser en consommation de compresseurs et tout simplement au niveau des compresseurs, l'investissement des compresseurs. Également, la durée de vie des électrolyseurs qui est grande pour l'instant, mais qui se dégrade au fil du temps. Et puis, on l'a déjà dit sur le CAPEX, l'efficacité des cellules qui est clé, puisque moins on va consommer d'électricité, bien évidemment, plus on sera rentable. Alors, on a parlé donc de la chaîne de valeur qui constitue la partie de l'électrolyse, donc qui vont depuis l'électricité jusqu'à la distribution. Et cette équation également, il va y avoir un transformeur, il va y avoir un redresseur, on va passer en courant continu, ensuite on passe sur les stacks, on a ce qu'on appelle un skid de séparation des gaz, de la purification, de la compression, du stockage. Tout ça, ça doit être complètement intégré de manière à avoir des coûts, là aussi, qui soient les moins chers possibles. La partie financière est importante. Vous avez compris que c'était une révolution. Enfin, nous, en tout cas, nous sommes absolument convaincus qu'il y a une révolution qui est en marche. On est fiers d'y participer. On pense réellement que le monde qui nous entourera demain sera complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. On a pris l'exemple de la mobilité, on a pris l'exemple de la production d'acier. Il y a 1001 autres applications qui sont concernées. Donc, pour ceci, les États viennent investir des montants absolument gigantesques. C'est 9 milliards pour l'Allemagne, c'est 7 milliards, plus de 7 milliards pour la France, c'est plusieurs millions pour la Belgique. Ce sont des sommes extrêmement importantes qui sont allouées à ce changement d'économie, de manière à pouvoir booster, d'une part, ce changement en allant vers des unités de production qui n'existent pas pour l'instant, mais également des usines de fabrication des différents équipements, que ce soit les électrolyseurs, que ce soit les capacités de stockage, de compression et encore d'autres équipements. Alors pour ça, des subventions sont allouées. Nous participons et nous avons été retenus par la région Wallonne et la Belgique pour notre programme de développement, programme de recherche et développement, et puis également
l'installation d'une installation visant le montage des stacks sur notre site de Seraing, à l'existant. Ça, c'est quelque chose qui va voir le jour l'année prochaine et qui sera opérationnel dès 2023. Et puis, une usine de fabrication d'électrolyseurs en France, dans l'est de la France, également, qui vise une gigafactory, c'est-à-dire être capable de produire 1 gigawatt équivalent d'électrolyseurs par an. Alors, on voit que les business models, ils sont extrêmement compliqués puisqu'il faut avoir des accords avec les producteurs d'électricité, c'est-à-dire réussir à avoir un mégawattheure qui soit compétitif. C'est pas facile dans toutes les géographies du monde. Et puis, il faut trouver des utilisateurs. Et donc, c'est toute la difficulté que nous avons sur les projets, c'est de réussir à monter des projets qui, finalement, intègrent l'ensemble de la chaîne et qui, au final, en fassent un produit hydrogène qui soit rentable, c'est-à-dire un prix du kilo d'hydrogène qui soit compatible avec le marché. Alors, j'ai parlé un petit peu des capacités de fabrication. C'est absolument clé puisque on voit qu'on a une demande importante. Simplement sur l'Europe, c'est 2 fois 40 gigawatts qui sont prévus à horizon 2030. Donc, c'est 40 gigawatts qui vont être installés en Europe et 40 gigawatts qui vont être installés dans les pays limitrophes et qui viendront exporter leur hydrogène vers l'Europe. Et donc, ça demande des capacités d'électrolyse absolument phénoménales qui sont absolument non existantes actuellement. Et même par rapport aux projets qui sont connus, c'est-à-dire il y a un certain nombre de gigafactories, comme on les appelle, qui sont prévues en Europe. Et même pour l'instant, au niveau mondial, ce sont simplement 12 gigawatts qui ont été annoncés. Donc, il y a même peut-être des projets qui ne se feront pas parce qu'il faut que les investissements soient rentables, il faut que les acteurs aient finalement le courage d'aller jusqu'au bout, etc. Mais on s'aperçoit que par rapport à la demande, on est absolument déficitaire en besoin de fabrication. Donc, voilà. Nous allons apporter notre contribution, travailler avec l'objectif de rester numéro 1 mondial. Voilà, c'est la fin de mon exposé. Je crois que j'ai à peu près tenu les temps. Merci également à Liège Créative pour son invitation et je suis disponible pour toute question, que ce soit maintenant ou plus tard si vous souhaitez m'envoyer un mail.